Bonjour à tous et merci de participer à ce webinaire organisé avec Santexpat.fr et la FIAF. Aujourd'hui, nous parlerons de la santé au Canada et des solutions de santé internationale pour cette destination. En effet, être accompagné dans ces démarches avant, pendant et au retour de son séjour peut faire toute la différence. Au cours de ce webinaire, nous allons aborder différents thèmes, comme les options d'assurance santé qui s'offrent à vous lors d'un départ à l'étranger, mais également des aspects plus concrets, comme comment se passe un parcours de soins au Canada. Pour nous accompagner aujourd'hui, nous aurons 3 personnes, nous aurons 3 intervenants avec nous. Donc, Raphaël Lebars, qui est directeur de distribution et partenariat, chez Santexpat.fr. Lucie Froin, qui est présidente de l'association Ottawa Accueil et membre du réseau FIAF, ainsi que Catherine Armagnac, présidente de Montréal Accueil, membre du réseau FIAF également. Nous allons avoir un temps de 45 minutes pour échanger, sur le sujet de la santé et des assurances santé, au Canada, puis nous pourrons répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas tout au long, de la présentation à poser vos questions, sur, l'outil Zoom ou via chat, sur, YouTube et nous pourrons, poser, les questions après à nos intervenants afin d'y répondre. Je vais maintenant laisser la parole à Raphaël et à nos intervenants afin qu'ils puissent se présenter et commencer, le sujet. Merci beaucoup. Je laisse peut-être nos intervenantes se présenter. Donc peut-être Lucie pour commencer. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Voilà, je suis Lucie Froin, présidente donc, de l'association Ottawa Accueil, qui fait partie de ce formidable réseau qui est la FIAF. Peut-être en deux mots expliquer le concept de l'accueil. Donc en fait, Ottawa Accueil a vraiment à cœur d'accueillir et d'accompagner les Français, les francophones et les francophiles qui sont nouvellement arrivés dans la région de la capitale nationale ou même qui sont déjà installés. Et tout ceci autour d'activités, donc que ce soit des activités sociales ou culturelles notamment. Et dans l'idée, c'est vraiment de favoriser en fait les échanges entre membres pour partager des bons plans, des trucs et astuces, et notamment autour de la santé, qui est un vaste sujet. Donc voilà, l'idée étant de pouvoir permettre une intégration plus rapide. Voilà, donc ça c'est l'objet de notre accueil. Voilà pour Ottawa Accueil. Merci Lucie. Catherine. Oui, bonjour. Donc moi, Catherine Armagnac, je suis présidente de Montréal Accueil. Le mandat est exactement le même que celui de Lucie, sauf que nous, ça se passe à Montréal. Moi, j'attaque ma 10e année à Montréal, donc au Québec. Je suis arrivée avec trois de mes quatre enfants il y a donc presque 10 ans pour nous installer. Donc on était arrivés comme immigrants. Donc le parcours, il est un peu différent de celui des expatriés, mais la réalité, notamment en termes de sa santé, elle est la même pour tout le monde. Donc, je suis ravie de pouvoir partager mon expérience et celle de membres de l'association avec vous tous. Merci. Merci beaucoup Catherine. Et donc Raphaël Lebars, donc directeur distribution partenariat chez Santexpat. Donc nous, notre activité chez Santexpat, c'est d'être courtier d'assurance. On est basé à Paris et on fait que de l'assurance santé internationale, plutôt destinée aux Français. C'est 95% de nos clients, même si on est en capacité d'assurer aussi des étrangers qui vont à l'étranger. Mais on assure tout type d'expats au sens large, donc les Français qui partent au Canada notamment et à l'étranger avec leur famille pour des durées de plus de 12 mois. On assure des détachés, des collaborateurs d'entreprise, des étudiants, des PVTistes parce que le Canada est une destination où on peut réaliser un visa, un programme vacances-travail, donc Working Holiday. Des étudiants, enfin vraiment tout type de séjour, soit via notre site internet sur lequel vous pouvez aller et donc simuler voilà, un projet pour voir quelle serait la solution d'assurance la plus adaptée, et aussi avec une équipe d'experts qui est basée en France et qui accompagne donc nos clients dans ce choix de cette assurance et pendant tout leur parcours de soins, parce qu'on le verra pendant ce webinaire, mais quand on part à l'étranger, on oublie le schéma qu'on a toujours connu en France avec la sécurité sociale, la mutuelle, le fait de ne pas connaître le coût de tout ça, en fait, ni de l'assurance, ni des soins. On devient beaucoup plus mature sur ces sujets-là quand on part, et c'est notamment l'un des sujets du jour. Donc, on va entamer ce webinaire avec
comment se déroule le parcours de soins au Canada. Il y a vraiment deux systèmes, comme on le voit ici, le système public et le système privé. C'est assez habituel, on va dire, comme schéma, notamment dans les pays anglo-saxons, avec un système public qui est très vertueux, parce que c'est l'assurance maladie universelle. Donc qui est gratuite, mais surtout pour les résidents. Donc on verra que tous les Français qui résident au Canada n'ont pas ce statut de résident et donc n'ont pas toujours accès au système public. Et donc c'est un système qui est distinct, alors qui est très similaire d'une province à l'autre, mais qui a quand même des spécificités. Donc chaque province délivre une carte d'identité sanitaire qui permet cet accès aux soins dans le système public. Et on sait voilà, qu'il y a par exemple des délais d'attente qui sont variables d'une province à l'autre, notamment pour voilà, accéder à un médecin de famille. Je sais que c'est une notion très euh, alors québécoise, c'est sûr, canadienne sûrement. Je ne sais pas si vous voulez nous en parler un petit peu, Catherine, Lucie, de voilà, comment ça se passe concrètement quand je suis français et que je peux avoir accès au système public, comment ça se passe? Alors, je peux peut-être commencer. On a vraiment une particularité ici à Ottawa, c'est que nous sommes limitrophes avec la province du Québec. Ottawa a une jumelle juste en face, de l'autre côté de la rivière des Ottawa, qui est la ville de Gatineau. Et donc, on a une compétence provinciale, comme vous l'avez justement expliqué, c'est-à-dire qu'on a un système de soins qui est différent au Québec et qui est différent en Ontario sur certains points, mais c'est surtout au niveau de la couverture. Étant donné qu'on a deux villes très proches, nous avons des nouveaux arrivants qui peuvent travailler côté Québec et qui peuvent habiter en Ontario, et l'inverse, c'est vrai également. Et ça peut être une problématique selon le statut d'immigration qui a été choisi. À partir du moment où on n'est pas résident permanent et citoyen canadien, c'est-à-dire si nous sommes avec un permis de travail temporaire, on peut ne pas être couvert au niveau des soins de santé si on ne travaille pas et on n'habite pas dans la même province. Donc, on a eu le cas d'une membre qui s'est confrontée à cette situation en septembre. Et donc, ça, c'est vraiment, en tout cas, une recommandation avant d'arriver à Ottawa. Si Ottawa ou Gatineau est une destination voilà, à laquelle vous pensez, regardez vraiment votre lieu d'habitation et votre statut d'immigration qui pourrait, dans certains cas, exclure vraiment l'assurance publique qu'on appelle OHIP Ok. en Ontario. Donc, c'est un des facteurs à considérer dans un déménagement. Donc, si je comprends bien, mieux vaut enfin, travailler dans la province dans laquelle on réside. Oui, à partir du moment où vous avez un statut ou un permis de travail temporaire, si vous voulez Ok, bénéficier de l'assurance santé, oui. Alors, ce que je vous évoque là, c'est au vu de la législation actuelle. Ça bouge oui. énormément, hein, en termes d'immigration, mais à l'heure actuelle, ces deux conditions sont cumulatives et c'est cumulatif dans une province. Donc, oui. Sauf si vous êtes vraiment résident permanent, où là, à ce moment-là, ce critère ne s'appliquera pas. Catherine, peut-être un Oui, mot notamment sur le oui. médecin de famille ou Le médecin de pour famille, rebondir aussi c'est sur Lucie. extrêmement compliqué pour avoir accès à un médecin de famille à Montréal. On peut se mettre sur des listes d'attente, mais la liste d'attente, ça peut prendre plusieurs années pour avoir un médecin. Moi, j'ai bénéficié d'un coup de chance. Je suis tombée à un moment donné où il y a eu un bug informatique. J'ai pu m'inscrire et mon dossier était débloqué en un claquement de doigts. Et donc, depuis presque 10 ans, j'ai un médecin de famille donc, que je garde précieusement. Mais ce n'est pas souvent le cas. Donc, les gens sont obligés ben, c'est vraiment assez complexe. Donc, on se partage les petits trucs et les astuces avec des cliniques euh, ou des centres médicaux, mais parfois, et très souvent, il faut faire de longues heures d'attente. Donc, c'est vraiment compliqué l'accès. Et pour avoir accès à on a ça dans certains pays, c'est-à-dire que c'est justement le médecin de famille ou le GP qui doit référer vers les médecins spécialistes, par exemple, pour enfin, pour le parcours de soins. Est-ce que c'est la même chose Ah dans oui, le système public? absolument. Ouais. On peut pas accéder à un spécialiste de nous-mêmes. C'est quand je vais voir mon médecin de famille, elle me fait une prescription et c'est même pas moi qui appelle. Ça rentre dans le système. Et puis là, ben, j'attends, mais ça peut prendre 3 mois, 6 mois. Là, en ce moment, mon conjoint attend un rendez-vous pour une IRM. Ça fait 6 mois qu'il attend. Ok. Et il attend que la clinique le contacte pour lui proposer le rendez-vous. Et donc, on patiente.
Voilà, on ne peut pas accéder aux médecins spécialistes directement. Ok. Peut-être pour compléter également sur ce point, on peut aller voir des spécialistes si on n'a pas forcément un médecin de famille, mais c'est beaucoup plus compliqué, c'est-à-dire qu'on a accès à un réseau qui s'appelle le Walking et sur l'Ontario. Donc, on va ponctuellement voir un médecin pour un besoin spécifique et il a la compétence de nous référer en effet à un spécialiste. La Ok. problématique qui est derrière ça, qui est sous-jacente, c'est que les résultats de l'examen sont envoyés au médecin qui nous a référés. Donc, quand c'est un médecin ponctuel comme une Watkin, on n'a pas Hmm. forcément après voilà, un suivi aussi, on va dire, proche que si c'était un médecin de famille. Donc, c'est un des autres paramètres qui peut être défavorable, en l'occurrence, voilà, de ne pas avoir de médecin de famille. En effet. Donc ce système public, comme on l'a dit, donc très vertueux sur son côté universel et donc gratuit, cohabite donc avec le système privé, qui est vraiment complémentaire d'une part parce il propose des soins qui sont pas couverts et pas proposés en fait par le système public, notamment comme certains médicaments hors hospitalisation ou du dentaire également, toutes les choses, enfin l'optique, qui sont pas forcément couvertes donc par le public. Et donc c'est les assurances santé privées, donc qui peuvent être proposées localement par des employeurs ou par des assurances individuelles locales qui vont justement rembourser tous les soins qui pourraient être pratiqués dans le privé. Mais ce qu'on sait, c'est que le Canada fait quand même partie du top 5, on va dire, des pays les plus chers du monde dans le système privé. Donc, c'est un coût assez important. Donc, ça a la bonne idée d'avoir des délais beaucoup plus courts pour être pris en charge, mais avec des coûts assez importants. Donc, l'assurance est très importante, soit celle qui vous est proposée localement, ou justement via des assurances santé internationales. Je ne sais pas si vous, vous accompagnez aussi des membres qui vont dans le système privé ou si vous avez des retours d'expérience sur cette prise en charge. Alors, je dirais que l'accompagnement privé est alors indispensable dans la mesure où c'est possible. Juste pour donner peut-être des chiffres qui sont assez importants quand on arrive de France. J'ai eu l'expérience, en fait, lors de mes premiers jours, donc il y a 7 ans, quand je suis arrivée avec ma famille à Ottawa avec mes 2 enfants. Ma petite puce était malade. J'ai dû aller voir un médecin et je n'avais pas encore reçu la carte de santé. Et donc, j'ai dû payer la consultation du médecin qui était autour de 95 $, une consultation qui a duré 15 minutes. Donc, c'est voilà, des coûts auxquels on ne s'attend pas. Et c'est un peu généralisé pour l'ensemble des soins, c'est-à-dire qu'un médicament pour une prévention d'asthme, un aérosol, par exemple, c'est 70 $. Donc, si on n'a pas une couverture privée pour vraiment aller sur la couverture de ces soins-là, il faut avoir une certaine enveloppe pour pouvoir vraiment répondre à ces coûts-là. Et l'orthodontie, là, je suis vraiment dans le sujet. J'ai 2 enfants qui ont des soins dentaires avec un appareil dentaire et ça se chiffre autour de 7 à, selon les praticiens, entre 7 et 12 000 $ par enfant. Donc voilà, c'est des soins vraiment à Mm. considérer. Une assurance santé complémentaire est indispensable, je trouve, en Amérique du Nord. Et voilà, c'est certain. Oui, je renchéris là sur le sujet. Moi, les 3 premiers mois de mon arrivée, donc on avait la carence au niveau de l'assurance maladie, donc on n'a pas pu avoir de couverture d'assurance maladie pour les 3 premiers mois. J'ai dû amener mon fils qui était jeune à l'époque. J'ai été à l'hôpital pour des problèmes aux oreilles et il m'en a coûté la bagatelle de 700 $ pour un ORL que j'ai vu 5 minutes, qui a déclaré une otite. J'ai payé les gouttes pour l'oreille 50 $, le petit flacon de gouttes. Pareil pour l'orthodontie. Donc là, et pourtant, on a des assurances privées grâce à nos emplois. L'orthodontie, ce qui me reste à payer de ma poche, moi, c'est 8 300 $ pour les soins. Et j'ai eu d'autres enfants que j'ai eu en France et j'avais des assurances privées en France. Et je crois qu'il me restait 200 € de ma poche à payer. Mais ici, c'est 8 300 malgré les assurances. Donc, gros budget pour la santé ici. En effet. Merci pour vos retours. Il y a un sujet qui est très important,
peu importe le pays, mais notamment dans les pays chers, comme le Canada, c'est la maternité. Donc j'imagine que vous avez un certain nombre de retours d'expérience sur ce sujet-là. Le système public prend en charge la maternité, que ce soit les consultations prénatales ou les soins postnataux. Donc ça, c'est très bien. Et en effet, le système privé peut déjà, enfin, cohabite aussi sur ce sujet-là, à la fois pour choisir le lieu dans lequel on veut aller, si on veut pas forcément aller dans le système public, et avoir peut-être plus de confort, comme des chambres individuelles ou un suivi vraiment spécialisé d'un obstétricien, par exemple. Quel est votre retour avec vos membres sur la maternité? Alors, pas de retour d'expérience précis. Par contre, là où il y a une prise en charge qui est différente, le témoignage que je peux apporter, c'est vraiment sur l'accompagnement sage-femme. Le métier de sage-femme en tant que tel n'existe pas sous cette définition, en tout cas en Ontario. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas les accompagnements post-accouchement. Donc, ça, c'est des attentes qui sont, enfin, qui pourrait, en tant que Française, être un peu naturel parce qu'on a cet accompagnement qui est là et voilà, qui se fait de manière assez spontanée en France, qu'on ne retrouvera pas. Donc, on a un autre accompagnement par le biais d'autres réseaux infirmiers, par exemple. Mais voilà, sachez que, en tant que femme, il y a certains accompagnements que nous ne trouvons pas forcément ici, sur de la rééducation, par exemple, ce genre de choses. Donc, ça, c'est aussi des éléments à considérer. Euh, De mon côté, pareil, j'ai pas de témoignage direct. Pourtant, tu as fait l'exemple que je suis là et dans les membres de l'association, j'ai pas eu encore à expérimenter de jeunes mamans qui auraient vécu l'expérience ici. Mais c'est vrai que tout ce qui est post-natalité, c'est absolument pas équivalent à ce qu'on connaît en France. Donc, tout le suivi, la rééducation, il n'y a pas ça. Pas du tout, ça n'existe pas du tout. C'est très vrai, et c'est vrai dans en fait beaucoup de pays, et comme le disait Lucie, même le métier en fait de sage-femme n'existe pas forcément partout. Et j'en profite parce que chez Santexpa, donc on est certes courtier, on propose de l'assurance, mais on propose aussi des services santé sur notre site, euh, pour lesquels on n'est vraiment pas rémunéré, mais c'est vraiment pour faciliter l'accès à la santé pour les Français dans le monde. Et l'un des services les plus reconnus finalement sur notre plateforme, c'est le service 9 mois et plus, dont vous avez peut-être entendu parler, puisque la fondatrice a gagné un trophée des Français de l'étranger l'année dernière. Et en fait, c'est une application avec un chat qui permet de parler directement à des sages-femmes françaises, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce qu'elles sont sur plusieurs fuseaux, pour justement poser toutes ces questions concernant la grossesse, justement enfin, voilà, tout ce qui pourrait intervenir les jours qui suivent un accouchement. Et donc ça s'appelait 9 mois pour toi au départ, mais c'était très axé sur la grossesse. Finalement, maintenant, c'est 9 mois et plus, parce qu'elle accompagne aussi sur la parentalité et les 9 mois qui suivent l'accouchement. Donc, c'est un service qui est très apprécié par les Français de l'étranger, où qu'ils soient. On en parlait un petit peu, donc il y a des réseaux de soins, il y a des remboursements qui diffèrent selon où on se fait soigner donc au Canada. Donc les coûts des soins sont plus élevés que dans la majorité des pays, sauf quand ils sont pris en effet par le public. Et donc, il y a des assurances privées qui permettent le remboursement des soins dans le système privé. Vous, par exemple, à titre personnel, donc Catherine, vous êtes couvert par des assurances locales. Je pense que c'est le cas de la majorité des Français qui résident pour des longues durées au Canada. Lucie aussi? Alors, c'est vraiment, voilà, c'est selon l'employeur, on peut avoir des garanties plus ou moins importantes. On peut avoir dans certaines situations un choix au niveau des garanties. Dans d'autres secteurs d'activité, c'est imposé par l'employeur et c'est un forfait fixe. Mais en l'occurrence, oui, c'est relativement confortable d'avoir ce type d'assurance, comme on le disait tout à l'heure, vraiment pour couvrir ces soins complémentaires. Ouais. Donc, dans mon cas, c'est ce que j'ai également. La première année, je n'avais pas cette assurance. Donc, j'avais eu recours à une assurance privée. Mais à partir du moment où voilà, l'employeur fournit ce type d'assurance, c'est relativement confortable parce qu'il y a une belle prise en charge au niveau de l'employeur. Ouais. Le reste à charge de l'employé est quand même voilà, enfin, faible. Je ne sais pas si on peut parler de faible, mais en tout cas réduit.
Mais par contre, ça coûte super cher. Moi, je voulais revenir, moi, je paye une assurance santé donc via mon employeur. Au Québec, on est payé aux 2 semaines, donc on a 2 payes Oui, par mois. Et des fois, on a 3 payes. Il y a des fois dans l'année, on a 3 payes. Mais ça me coûte 450 $ par paye. Donc, c'est d'accord. 900 $ Ouais, à peu près ouais. par mois pour une assurance santé famille. Donc, ça doit faire pas loin de quoi, 500 € c'est ça? Mm, Oui, oui, mm, peut-être mm. même un peu plus. Pour tous les membres de votre famille ou pour... Oui, pour la famille, ouais. Ok. C'est 450 ouais, par paye. Ouais, c'est ça. Oui, sachant que l'employeur doit en payer une partie aussi, donc Oui, oui, moi, c'est une grosse boîte, donc ouais, on a des conditions de négociation et de tarifs qui sont vraiment intéressantes et ça couvre beaucoup de choses, mais c'est quand même super cher, quoi. L'un des sujets qui revient souvent sur la couverture locale bah, par rapport aux couvertures internationales, c'est le fait d'être couvert soit seulement au Canada, soit seulement dans sa province. Je ne sais pas ce qui est le cas pour vous. C'est exact. C'est-à-dire que dès lors que nous, on a des frais qui sortent de la province, par exemple des sorties ski, qui est assez courant l'hiver, l'idéal étant de payer avec sa carte bancaire pour pouvoir avoir cette prise en charge justement par le réseau assurance carte Ouais, de crédit. C'est une alternative éventuellement, oui. ok. Donc c'est comme si on voyageait à l'étranger quasiment, Sous certains aspects, ouais, oui. dès lors qu'on sort de sa province. Ouais. En effet, et donc sur l'augmentation des coûts, donc bon, ça c'est pas propre au Canada, mais il y a toujours une inflation médicale beaucoup plus forte en Amérique du Nord. Je parle pas des États-Unis qui sont encore plus élevés que le Canada, que dans d'autres pays du monde, mais c'est encore plus vrai depuis la crise du Covid et l'inflation médicale qui touche toute la planète. Donc c'est vrai que les coûts de santé ne cessent d'augmenter, notamment dans ces pays-là. On passe donc à la suite avec les solutions d'assurance santé. Donc les assurances santé locales, on en a parlé. Donc celles qui sont proposées par les employeurs ou celles qui peuvent être souscrites individuellement. Euh, et donc on a des assurances santé internationales donc qui complète les lacunes en effet du système public, qui couvre pour le coup partout au Canada et j'ai même envie de dire partout dans le monde, puisque les couvertures santé internationales en fait regroupent les pays par coût de santé. Et donc comme le Canada fait partie des pays les plus chers, ça couvre la quasi-totalité des pays du monde, y compris les pays qui pourraient être plus chers comme les États-Unis. Si par exemple on y va, je sais pas, 3 semaines pour les vacances ou pour un week-end, je sais qu'il y a beaucoup voilà, de gens qui habitent à Ottawa, Montréal, Toronto, qui vont à New York pour un week-end, pour quelques jours, etc. Ça couvre, donc il n'y aurait pas en effet de nécessité de payer avec sa carte ou d'avoir une assurance voyage pour être couvert dans ces pays-là. Donc ça, c'est un gros point positif. Et ça couvre également les soins lors des retours en France. Je pense que ça peut être demandé par certains membres qui feraient des navettes et rentreraient 1 à 2 fois par an. Souvent, les expats, quand même, dans le comportement, en profitent si le séjour est assez long en France pour aller voir des médecins parce que c'est moins cher, parce que ça peut être un médecin de famille depuis qu'on est enfant, et en profiter en fait pour faire un parcours de soins lors du retour. Et en effet, ces soins-là, je ne sais pas si vous êtes couverts, vous respectivement, pour ces soins, mais en tout cas, les assurances santé internationales, qu'elles soient en complément de la CFE, donc de la Caisse des Français de l'étranger, ou au premier euro, donc quand c'est l'assureur privé qui règle tous les soins, couvre les soins en France. Ouais. Alors Vous, moi, mon assurance, ouais. elle couvre pas du tout ça, du tout, hein. En tout cas, rien pour la France. Ça doit être une assurance privée, mais ça couvre vraiment juste le Canada et les États-Unis quand même. Ok, Dans mon cas, c'est une assurance aussi privée, mais qui couvre il y a un délai. Il me semble que c'est au-delà de 40 jours. Le séjour doit être de moins de 40 jours pour être couvert. Au-delà de d'accord. 40 jours, il n'y a aucune prise en charge. Mais voilà, c'est vraiment propre à chaque police Ouais. d'assurance. Donc ça, c'est quelque chose à considérer, oui, tout à fait. Parfait. Donc en effet, ce qui peut être
Tout de même, je ne sais pas si vous parlez de la CFE aux membres ou si donc la Caisse des Français de l'étranger qui assure des centaines de milliers de Français à travers le monde pour tous les profils et qui permet notamment d'avoir une continuité des droits à la sécurité sociale lorsqu'on rentre définitivement en France pour pas avoir le délai de carence dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand je rentre en France, si je ne retravaille pas tout de suite, j'ai 3 mois de carence pour réintégrer la Sécu, sauf si je suis adhérent à la CFE. Et la CFE permet également une prise en charge donc des soins, qu'elles soient en France, mais également dans le pays dans lequel on part. Et nous, on peut, Santexpat, proposer des assurances complémentaires, un petit peu comme une mutuelle, pour pas qu'il y ait de reste à charge pour les personnes en complément de la CFE. Pour les personnes qui, par exemple, n'auraient vraiment pas du tout d'assurance locale, soit parce qu'elles ne sont pas éligibles au système public, soit parce que les assurances privées locales ne sont pas pertinentes. On a vraiment des solutions pour les couvrir à la fois au Canada et en France pendant les retours temporaires ou lors du retour définitif. Donc l'accompagnement de Santexpat, donc comme je vous le disais, nous on est courtier, donc on travaille avec 30 assureurs différents. L'idée, c'est vraiment de s'adapter à chaque profil. La majorité des demandes qu'on a pour le Canada, c'est vraiment des PVT, donc des personnes qui partent pour 12 à 24 mois et donc qui ne sont pas éligibles au système public canadien et pour lesquels, à contrario, il faut en plus fournir une attestation d'assurance lors de l'arrivée sur le sol canadien pour avoir le droit en fait de rentrer dans le pays. Donc on fait énormément de contrats sur cette destination-là pour ce profil. Voilà, donc on assure également donc, des sociétés qui envoient des collaborateurs français pour lesquels il n'y a pas forcément de choses en place localement et on les assure soit en complément de la CFE, soit avec des assurances privées seul, comme je le disais, c'est des conseillers donc disponibles avant le départ pour le choix de l'assurance et une fois sur place pour vraiment vous accompagner et accompagner les membres si il y a quelconque sujet dans le parcours de soins, des remboursements en attente. On travaille avec beaucoup de services de santé, donc on a par exemple un service qui s'appelle deuxièmeavis.fr qui permet d'avoir un second avis médical par un médecin français suite à un premier diagnostic qui serait fait au Canada. Donc non pas qu'on ait forcément les meilleurs du monde en santé en France, mais c'est toujours rassurant de pouvoir exprimer déjà ces symptômes dans sa langue. Alors je ne parle pas pour le Québec, mais, mais pour ceux qui seraient en Ontario par exemple. Et de pouvoir avoir un deuxième avis parce que notamment dans le système privé, on sait que voilà, l'aspect financier peut quand même guider le conseil parfois de la part du chirurgien ou du médecin qui fait rentrer un chiffre d'affaires et c'est une notion qu'on a moins nous en France où c'est quand même l'intérêt du patient qui prime. Et voilà, on a des solutions spécifiques pour chaque destination. Alors pour finir, avant de passer à la à la session de questions-réponses, donc vous avez nos coordonnées à tous les trois. Moi, je serais ravi de pouvoir vous accompagner et répondre à vos questions sur la partie assurance, et je suis sûr que Lucie et Catherine sur la partie vraiment des accueils respectifs pour Ottawa et Montréal. Je pense qu'on a fait le tour. Margot, si tu veux reprendre la Super. main pour les questions-réponses. Merci à tous les trois. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le chat, que ce soit sur YouTube ou sur Zoom. Catherine, Lucie, si vous avez également des questions à poser à Raphaël sur les questions d'assurance santé, n'hésitez pas. On a déjà eu une première question. Donc, si je dois consulter un spécialiste comme un dentiste, est-ce que je dois passer par le système public ou chercher directement dans le privé? Là, je pense qu'on peut accéder directement, on peut choisir son dentiste directement sans avoir une recommandation. Enfin, c'est toujours bien de poser la question dans son entourage pour recommander des dentistes. Je confirme ce que dit Raphaël, il y a vraiment une approche très consumériste, très facturée, et y compris pour les dentistes. Donc, c'est bien de faire appel au réseau pour choisir son dentiste et on peut le contacter directement.
Donc c'est pas comme le principe du GP où on a vraiment son médecin de famille pour tout ce qui est soins un peu spécialisés. Là, on peut se tourner vers le praticien de son choix. Oui, ça c'est valable pour le dentiste et pour les optométristes. Alors c'est différent. Optométriste, c'est ophtalmologiste en Oui, France, on dirait. ouais, Ici on parle ouais, ouais, d'ophtalmologue, pardon. Ici on parle d'optométriste. Donc c'est la même d'accord. chose. Ça c'est pareil, on y a accès directement. Super. Si je vis au Canada, est-ce que je peux voyager pendant un mois ou plus en Amérique du Sud? Y a-t-il une durée limitée pendant laquelle je suis couvert par mon assurance lors du séjour? On a un peu répondu à la question, ça dépend vraiment du type d'assurance. Raphaël, si tu veux compléter peut-être. Oui, c'est exactement ça. Bah, visiblement, Catherine et Lucie ont toutes les deux des périodes pendant lesquelles elles peuvent être couvertes. Et encore, Catherine, je crois que c'était qu'aux États-Unis. Et Lucie, 40 jours dans le monde, c'est ça? C'était 40 jours en dehors du Canada. Ouais, moi, à chaque fois que je vérifie, à chaque fois que je vais voyager à l'étranger, je regarde ma police d'assurance et je pose des questions parce que je sais à quel point ça peut être vraiment compliqué parce que c'est très différent de la France. Donc, c'est juste de bien lire sa police, puis valider qu'on va être couvert pendant son voyage. Je pense que moi, ça couvre le Canada et les États-Unis de façon certaine, mais je pense que on est couvert aussi à l'international. Mais dans ces cas-là, il faut que vraiment que je regarde dans le détail la police d'assurance. Et sur les assurances santé internationales qui couvrent au Canada, je peux répondre donc dans la très grande majorité, les assurances couvrent aussi donc tous les autres pays du monde, soit sur des durées limitées de 60 à 90 jours, soit même sans limite, puisque le Canada est plus cher que le Pérou chez les assureurs, donc permet de couvrir sans limite de temps très souvent. Super. Il y avait une question par rapport justement au médecin de famille pour savoir si le médecin de famille c'était le même pour toute la famille ou si chaque membre de la famille devait avoir son propre médecin de famille. Alors, c'est Euh, un vrai sujet. Oh, pardon, excuse-moi, Catherine, je peux te laisser la Vas-y, parole. vas-y, je t'en prie, vas-y, Alors, Lucie. c'est un vrai sujet. En fait, il faut considérer le médecin de famille comme étant un privilège d'avoir un médecin de famille. Et donc, la demande se fait par individu. Donc, il est tout à fait possible que vous soyez affecté pour un médecin de famille, pour un membre de la famille et pour un autre membre de la famille avec un autre médecin de famille. Alors, bien entendu, quand on arrive, comme le disait Catherine, on s'inscrit sur une liste. Je pense que dans la mesure du possible, il s'arrange, bien entendu, pour que la famille soit ensemble. Mais si le médecin devait quitter pour raison de retraite, par exemple, là, il faut juste espérer retrouver un médecin de famille. Donc, malheureusement, on dit assez familièrement, on prend ce que l'on a. Voilà. Et ce que l'on trouve. Ça ne doit pas être toujours très facile pour gérer les rendez-vous médicaux. Non, et Non, quand on je a un comprends. rendez-vous Ouais. médical, juste, excuse-moi Catherine, je voulais rebondir juste sur ça. Quand on a un rendez-vous médical, là encore, on n'a pas de flexibilité. On appelle son médecin de famille, on nous dit c'est tel jour à telle heure, c'est en pleine journée. On s'adapte. C'est à nous, en fait, de nous adapter au système de soins. Voilà. Je confirme. Et pour le volet famille, donc quand moi j'ai eu mon médecin de famille, elle nous a pris tous les cinq. Et j'ai eu une inquiétude parce que quand à un moment donné, c'était une médecin française, puis elle devait quitter, elle devait partir aux États-Unis. Et quand elle a annoncé son départ, j'étais, oh là là, est-ce que je vais avoir un autre médecin de famille? Puis en fait, elle a été remplacée. Et là, ça a été une jeune médecin qui a accepté de reprendre toute la famille. Mais vraiment, il n'y avait pas de garantie qu'il y ait cette suite qui soit faite. Et donc, je voulais rebondir sur ce que tu venais juste de dire, Lucie, et j'ai vraiment mangé ce que je voulais dire, zut. Euh, voilà, tant pis. Sur le rendez-vous fixe peut-être ou, Oui, absolument. Et à tel point que c'est intégré dans les mœurs au travail, merci Raphaël, c'est que quand j'ai quelqu'un dans mon équipe qui me dit, Catherine, je dois quitter à telle heure parce que j'ai rendez-vous chez le médecin, je sais qu'on n'a pas le choix. Je récupérer mes heures après parce qu'on n'a pas le choix, c'est intégré. Les gens, ils prennent pas une demi-journée pour aller voir le médecin. On sait à tel point c'est compliqué. Donc, tout le monde s'ajuste en fonction du rendez-vous. Super. Bon, c'est déjà ça. On a une question. Est-ce que les employeurs sont obligés de souscrire à une assurance santé? Donc, je pense que c'est plutôt pour les entreprises canadiennes, vu que Catherine et je Lucie, vous pense êtes aussi, ouais. toutes les deux assurées par votre entreprise. Est-ce que c'est une obligation de l'employeur ou pas du tout?
Alors là, c'est une bonne question. Moi, de mon expérience, j'ai toujours eu cette possibilité d'avoir cette assurance avec les différents employeurs que j'ai côtoyés, mais cela étant, c'est limité, j'en ai eu 3. Est-ce que après c'est une obligation? Je n'en aurais pas la certitude. Après, c'est peut-être comme en France avec... parce que si j'ai bien compris, vous partagez les frais avec Mmh, votre entreprise, avec votre employeur. Nous, exact. je sais qu'en France, sur les mutuelles, il y a une prise en charge de l'entreprise et de l'employé, donc c'est peut-être le même système Mmh. à se renseigner. Mmh. On pourra vous apporter, Catherine, la réponse de façon plus précise par message privé. N'hésitez pas à nous envoyer un message, soit sur Instagram, soit par mail. On cherchera la réponse à cette question de façon plus précise. Une question, je pense, du coup, qui est plutôt destinée à Raphaël. Quelle est la situation des travailleurs indépendants qui veulent créer leur compagnie? Sont-ils éligibles à la CFE? Alors tout le monde est éligible à la CFE, c'est ce qui est plutôt bien. Alors, je dirais sauf les détachés français, puisqu'ils ont toujours la sécurité sociale de par leur statut de détaché par une entreprise française. Mais tous les autres, qu'ils soient étudiants, voyageurs, salariés même, hein, même Lucie et Catherine, en fait, sont éligibles à la CFE. Il y a beaucoup de gens qui prennent, par exemple, seulement France Expat de la CFE, parce qu'en fait la CFE a plusieurs formules, et France Expat, par exemple, permet donc de couvrir ses soins lors de retour en France, au, comme si on n'avait que la Sécu, hein, sans mutuelle sur ces barèmes-là. Donc, c'est pas très cher, France Expat. Et ça permet notamment d'avoir une carte vitale quand on rentre en France. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont assez sensibles à ça. Mais on peut aussi prendre la formule un peu plus globale de la CFE qui s'appelle Monde Expat ou Jeune Expat si on a moins de 30 ans. Et en effet, les entrepreneurs, enfin voilà, tout le monde y est éligible. Super, Moi, j'ai une merci. question pour rebondir là-dessus, Raphaël. Justement, est-ce que avec France Expat, est-ce que c'est valable uniquement quand je reviens en France ou si moi je réside désormais au Canada, si je veux partir un mois en vacances en France et que j'ai des problèmes de santé ou on me découvre une maladie grave ici, puis en raison de la lenteur du système, je veux me donner plus de chance en allant en France pour aller plus vite, est-ce que ça fonctionnerait ou pas? Euh, alors, ça fonctionne. En fait, la CFE, c'est vraiment quand même pour se couvrir sur la durée. D'autant plus qu'il y a des règles d'affiliation à la CFE. Donc, si on souscrit à la CFE dans les 3 mois qui suivent son départ de France, il n'y a pas de délai de carence pour ouvrir ses droits à la CFE. Donc on a tout de suite la CFE, c'est-à-dire qu'en effet, si on découvre au bout de 6 mois d'expatriation qu'il y a un grave problème de santé et que la personne veut rentrer en France, elle serait couverte par la CFE. En revanche, si on est déjà expatrié depuis plus de 3 mois et même des fois depuis 10 ans, 20 ans, on peut quand même prendre la CFE, mais il y a 6 mois de carence pour ouvrir les droits si on a plus de 45 ans et 3 mois si on a moins de 45 ans. Donc c'est un vrai sujet. Donc c'est jamais trop tard. C'est juste qu'il faut savoir qu'en effet il y a une carence pendant laquelle en fait on paye la CFE sans avoir de droit ouvert. Mais c'est pas pour autant que c'est pas une bonne idée. Et le contrat France Expat est pour le coup une très bonne idée parce qu'il n'existait pas il y a encore 5-6 ans. Et il est en effet pas très cher. Il permet d'avoir cette continuité des droits sécu au retour définitif en France et surtout d'être couvert en France si jamais il y a quoi que ce soit. Voilà. Super. On parlait tout à l'heure des délais pour être affilié à son GP. Qu'en est-il des délais pour avoir un rendez-vous chez un médecin ou un spécialiste? Alors, c'est un vrai sujet également. Les délais des rendez-vous. Alors, si on a un médecin de famille, je dirais, dans mon cas, moi, je peux donner des exemples. C'est assez facile pour un rendez-vous, entre guillemets, d'urgence voilà, alors rhume. Pour un rhume, malheureusement, on n'a pas tendance à aller consulter le médecin. Mais enfin, voilà, pour un rendez-vous classique avec son médecin, ça peut être assez rapide. Par contre, pour des suivis annuels, là, il faut s'attendre, dans mon cas, à avoir 2 mois d'attente parce que c'est moins urgent.
Pour les spécialistes, malheureusement, on peut être référé par son médecin de famille et ne pas avoir de suivi. J'ai eu le cas pour ma fille. Le médecin a souhaité consulter un spécialiste et j'attends toujours le rendez-vous, ça fait 2 ans. Donc, voilà, c'est assez aléatoire selon la spécialité et selon peut-être le degré d'urgence également. Ok. Je confirme, quand on a un médecin de famille, ça va vraiment assez vite, y compris pour les enfants. Moi, j'ai pas de problème avec les rendez-vous de suivi. En revanche, il y a beaucoup de délais pour les résultats et des analyses de résultats. Par exemple, un exemple, je suis une femme, je fais un frottis, j'ai attendu mes résultats pendant 6 mois. D'accord. Voilà. Et puis, quand on n'a pas de médecin de famille, pour avoir un rendez-vous chez le médecin, c'est hyper compliqué. Soit il faut se lever à 5 heures du matin, puis aller à la clinique sans rendez-vous de votre coin, puis faire la file d'attente. Euh, Faire des prises de sang, c'est pareil. Soit on va dans le privé, on avance les frais, donc ça peut être 450, $600, puis en fonction de ce qui est recherché. Mais on est remboursé ensuite. Ou alors, même principe, on va dans une clinique sans rendez-vous, puis on attend. Là, on ne paye pas, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, Raphaël l'a dit, c'est entièrement pris en charge dans le public, donc on dépense, on sort $0. En revanche, ben, il faut s'armer de patience et puis attendre patiemment son tour. Ça, j'ai déjà fait, hein, clinique sans rendez-vous, puis ben, on peut y passer des heures, quoi. Donc voilà. Pour rebondir sur cette question, on nous demande si c'est possible, comme en France, d'avoir des rendez-vous médicaux en visio pour gagner du temps, donc la téléconsultation. Oui, selon les cabinets médicaux, ça s'est développé bien entendu pendant la période de Covid et ça a été maintenu là encore aussi après cette période. Donc, il est tout à fait possible d'avoir des rendez-vous en visio avec bien entendu la contrepartie, c'est que ce sont des rendez-vous qui ne sont pas voilà, physiques. Hmm. Donc, ça a des limites, je dirais. Mais c'est tout à fait en tout cas possible sur Ottawa. Oui. Moi, Raphaël? je n'ai pas écho de ça. De mon côté, dans le système médical public, on va dire conventionnel. En revanche, avec mon travail, on a une plateforme de consultation de médecins, infirmières spécialisés avec qui on peut échanger pour des choses vraiment super bénignes. Et là, c'est effectivement en visioconférence. Raphaël, peut-être que tu veux compléter par rapport à Oui, la nous, téléconsultation? en effet, c'est vrai que beaucoup d'assureurs internationaux proposent pareil des plateformes qui sont incluses dans le contrat, souvent même incluses dans l'application smartphone de l'espace client. Donc ça permet d'avoir tout de suite une téléconsultation en français, encore une fois. Donc ça, c'est assez apprécié. Et pour les gens qui n'ont pas forcément de plateforme proposée par l'assureur, nous, on a mis à disposition Médecin Direct sur notre site internet avec un prix fixe de téléconsultation et des médecins français qui peuvent, dans la majorité des pays, émettre des ordonnances en dénomination commune internationale, donc pour que la molécule soit reconnue par la pharmacie locale. Et sur le thème de la psychologie, on a aussi une plateforme en téléconsultation avec des psychologues francophones disponibles aussi sur plusieurs fuseaux horaires avec des tarifs francophones. Donc, ce qui peut être intéressant sur toute l'aspect pardon, suivi psychologique, qui peut être important en expatriation. Et on a une dernière question. Quelles seraient, selon vous, les étapes clés ou les incontournables à conseiller lors d'une arrivée au Canada en famille qui découvre pour la première fois le système de santé? S'armer de patience. Et je sais que vraiment bien se préparer quand on arrive de France avec la caisse, je ne me même plus comment ça s'appelle, la CPAM, la caisse primaire d'assurance maladie, si ça s'appelle toujours comme ça, je ne sais même plus. Oui, 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 ouais. Euh, je pense qu'il y a un formulaire à compléter. Moi, ça n'a pas fonctionné, mais il y a un formulaire à compléter pour s'éviter les fameux 3 mois de carence. Et quand on arrive avec des jeunes enfants, ben, garantir de ne pas avoir de maladie pendant les 3 mois, c'est pas certain. Et donc, avoir ce formulaire-là qui nous permet de renoncer à la carte d'assurance maladie en France
et qui est reconnu, en tout cas au Québec, par la RAMQ, donc le régime d'assurance maladie du Québec, qui fait qu'on évite cette période-là de carence. Donc, c'est vraiment ça, ce serait ma recommandation. Et ensuite, s'inscrire au plus vite sur une liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille. Voilà. Alors pour Ottawa, les conseils sont tout à fait les mêmes. Alors à la différence, je ne savais pas qu'il y avait cette spécificité pour le Québec. Nous, voilà, alors à mon niveau, j'en ai pas connaissance de ce délai de carence qui pourrait être soulevé, enfin en tout cas interrompu avec ce formulaire. Donc là, en l'occurrence, voilà, je n'ai pas cette expérience. Mais les conseils, c'est vraiment, de par la spécificité que j'évoquais en tout début de webinaire, c'est vraiment d'anticiper, de se renseigner, de bien regarder son statut d'immigration, de regarder son lieu géographique d'habitation par rapport à son statut. Et puis voilà, mais comme toute immigration, hein, c'est de se renseigner au maximum pour éviter les surprises financières qu'on peut avoir, médicales, qu'on peut avoir en arrivant dans un pays, bien entendu, qui peuvent être conséquentes, surtout en Amérique du Nord. Super, merci. On a 2 nouvelles questions qui viennent d'arriver. Afin d'accéder aux soins publics, si je comprends bien, il faut une carte, d'identité sanitaire. Comment l'obtenir et quelles sont les conditions? Je pense que ça dépend de votre statut, mais il suffit de se présenter à la Régie des assurances maladie du Québec. Il y a des rendez-vous qui sont mis à disposition en ligne. Il faut s'inscrire rapidement. On obtient précisé sur le site de la RAMQ et on obtient assez rapidement sa carte d'assurance maladie. C'est la même chose pour l'Ontario. Donc, on a un centre ou un service qui délivre assez rapidement les informations. Tout est centralisé au même endroit pour les permis. Voilà, c'est très globalisé, donc c'est un vrai plus. Mais là encore, toutes les informations seront sur le site de l'assurance santé de l'Ontario avec les différents critères requis et les formulaires et documents à fournir pour obtenir la carte d'assurance santé. Super, merci. Et la question qu'on a après, quel avantage de souscrire à une assurance auprès de Europe Assistance, par exemple? Hem, ça dépend du profil, en fait. C'est vraiment, à mon sens, plutôt pour des courts séjours, enfin, en tout cas, temporaires. C'est une assurance voyage, hein, globalement, Europe D'accord. Assistance. C'est un très bon assisteur qui permet donc de, prendre en charge des frais d'hospitalisation pendant, des études à l'étranger ou un séjour de 3 mois, par exemple, pour lesquels on est, par définition, pas couvert, par le système public au Canada. Super, ouais, très clair. Je ne sais pas si vous voulez rajouter, un petit mot, Catherine, Lucie ou Raphaël, avant qu'on clôture, ce webinaire? Moi, je dirais que vraiment le système de santé, il est super performant au Québec, mais il est juste très difficile d'accès. Donc, il faut à la fois s'armer de patience, d'avoir un bon réseau de contacts. Et même ça, c'est pas suffisant. Mais c'est difficile d'accès. En revanche, une fois qu'on est pris en charge, on est extrêmement bien pris en charge. Les soins de santé sont vraiment excellents. Voilà. Alors de mon côté, je dirais plus tout ce qui est spécialiste, c'est-à-dire qui sont hors secteur public, entre guillemets, pris en charge par le secteur public si on n'est pas référencé. C'est-à-dire c'est dentiste, physiothérapeute, c'est équivalent à quoi en France? Ça Kiné. serait les kinés, voilà. Alors tous ces spécialistes-là que l'on peut aller voir en direct, c'est quand même bien d'avoir des retours d'expérience. Voilà, c'est des disciplines quand même qui sont très ouvertes, avec des tarifs complètement différents en fonction des spécialistes et avec des pratiques différentes, notamment en ostéopathie. On peut avoir des surprises, donc le meilleur conseil, ça serait vraiment voilà, d'intégrer les accueils pour avoir ces bons plans, ces bons trucs et astuces et avoir des bonnes références médicales. Puis moi, je voulais simplement vous remercier, parce que c'est des retours d'expérience qui sont très précieux pour à la fois vos membres et puis les candidats au départ au Canada. Donc, c'est quand même l'une des top destinations pour les Français. Le Canada, je pense que ça va le rester encore. Et c'est quand même un pays avec des enjeux bien spécifiques. Donc, merci pour vos conseils. Merci à Ça me vous. fait plaisir. Merci beaucoup à vous. Super, beh, merci à tous. Ce webinaire touche à sa fin.
Donc encore merci, pour vos retours d'expérience et votre disponibilité aujourd'hui pour les partager avec nous. Ce webinaire a été enregistré, également diffusé sur YouTube. Vous pourrez donc le retrouver, dès demain sur notre chaîne YouTube et très bientôt sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à parler de Santexpat et des accueils FIAF à vos amis expatriés ou futurs expatriés et à prendre contact avec nos intervenants si besoin. Nous vous souhaitons à tous une très belle journée pour ceux qui nous regardent du Canada et une très belle soirée pour ceux qui nous regardent depuis la France. Merci à Merci beaucoup, tous. Margot. Merci, Catherine. Merci, Lucie. Merci, bonne fin de journée à tous. Au revoir. Merci, bonne journée à tout le monde.